All rise. Oui, vous l'avez. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, Mr. Lai. Présidente Maître Lauchi, à vous. Maître Lauchi, merci Madame la Présidente et rebonjour à tous, bon après-midi. Alors, je vais revenir sur les dernières circonstances atténuantes présentées par la défense, à savoir que il s'agit des discours et des actions de M. Abdelrahman en faveur des victimes. Ce sujet est abordé au paragraphe 91 à 11 de notre écrit et au paragraphe 149, pardon, parce qu'on parle de sa soumission écrite, Monsieur Abdelrahman exprime des remords. Il n'a pas encore exprimé des remords, pardon, et refuse d'assumer la responsabilité des crimes pour lesquels il a été reconnu coupable. C'est quelque chose qui avait été anticipé et nous avions dédié le paragraphe 96 de nos soumissions écrites. Mais je vais compléter après l'intervention de mon collègue du bureau du procureur. Alors non, M. Abdelrahman n'a pas exprimé de remords parce qu'il ne pouvait pas. Tout remords ou reconnaissance selon lesquels il est Ali Kouchaïb aurait équivalu à une confession de sa culpabilité. Présidente, pardon, je suis d'accord. Je suis d'accord, il s'est opposé à la thèse. Alors, comment dire et ce serait un peu incongru, pour le dire ainsi, s'il changeait de position maintenant. Pourtant, ce qui me paraît difficile à avancer pour vous, en l'occurrence, c'est la sympathie qu'il ressentirait pour les victimes, l'empathie, alors que la chambre d'instance a considéré qu'il est, et je l'ai dit à Maître Edwards, responsable des morts, tortures et les mauvais traitements en général. Maître Lauchi, je vais vous répondre tout de suite, Madame la Présidente, à cela. Vous l'avez déjà dit ce matin, donc j'ai eu la possibilité de me préparer ma réponse. Avec tout le respect, je pense que ceci présente deux aspects conflictuels ou opposés. D'abord, il y a les actions, les actes pour lesquels vous avez reconnu M. Abdelrahman coupable de les avoir perpétrés, 2003-2004, et ensuite ces efforts postérieurs pour les victimes, et c'est ça que je vais développer très très bientôt. La règle 145 2A2 du règlement identifie ou fait état des efforts pour les victimes comme une circonstance atténuante. Et bien entendu, cette circonstance atténuante est prévue, cela va de soi, pour jouer en faveur d'une personne reconnue coupable. Présidente, pardon, il nous faut le texte. Maître Lauchi. Alors, la représentante légale l'a dit, c'est 143 2 à 3. Le comportement de la personne condamnée postérieure au fait, y compris les efforts qu'elle peut avoir fait pour indemniser les victimes. C'est-à-dire, c'est lui, personnellement, qui indemnise. Je ne sais pas, il vend ses propriétés à Rad El Bardi, par exemple.
Maître Lauchi. Et je couvrirai ce point tout à fait cet après-midi. C'est dans mon intervention. Mais la seule chose que je voulais dire ici, c'est que les mots, les discours de M. Abdelrahman, ces actes après les faits, après la période couverte par le jugement que vous avez rendu, peuvent, si ça répond d'une manière ou d'une autre à la notion d'indemnisation selon l'article 145 122, peut être considéré donc comme une circonstance atténuante, et c'est exactement ce que je vais essayer de mettre en avant pour tenter de vous convaincre là-dessus cet après-midi. Ce qui signifie que, parce que cette disposition est prévue particulièrement pour les personnes reconnues coupables, ça ne peut pas être vidé de son sens simplement par le fait que la personne est reconnue coupable. Évidemment, vous l'avez reconnu coupable, mais je vous demande néanmoins d'envisager des circonstances atténuantes sur la base de ses faits, de ses gestes et de ses discours depuis sa condamnation. Bon, de votre intervention, Madame la Présidente, je comprends qu'il n'est pas nécessaire pour moi d'insister davantage sur les remords, donc je passe directement aux autres aspects de ce point. Président, vous avez soulevé, ou quelqu'un a soulevé la question Al-Mahdi, mais je me suis penché dessus, et il est clair que c'était le plaidé coupable plus ses actes et ses remords qui équivalaient à ça. Comment dire, c'est pas, ça ne s'applique pas vraiment à votre cas, mais c'est pas quelque chose que la Chambre attend. Maître Lauchi, je me souviens de vous entendre dire hier que chaque affaire est différente, et je pense que nous pouvons être d'accord là-dessus. Bien, je passe aux expressions de solidarité vis-à-vis des victimes et pourquoi, selon la défense, ceci répond à la règle 145 de A2. Monsieur Abdelrahman a exprimé sa solidarité vis-à-vis des victimes au Darfour à 2 reprises, les 2 occasions où il a eu à le faire devant cette cour. Extrait pertinent de ses interventions précédentes qui sont citées dans les soumissions écrites, je ne vais donc pas les répéter. En plus, Monsieur Abdelrahman a demandé à 2 reprises qu'une minute de silence soit observée dans le prétoire en mémoire et bon respect des victimes du Darfour. La première fois lors de sa comparution initiale, le 15 juin 2020, on l'a à la transcription numéro 1, page 22, ligne 4 à 22, et cela lui a été refusé. Deuxième fois, c'était avant sa première comparution devant la Chambre d'appel, le 8 octobre 2020, et c'est l'écriture ICC au 2 au 5 au 1 20 175 au 082. Et là encore, refus. La décision rejetant ces requêtes, évidemment, ne dépend pas de lui, n'est pas de son chef, de son contrôle, mais ne change rien au fait que M. Abdelrahman a demandé à plusieurs reprises, donc, la possibilité de voir respecter ces minutes de silence, exprimer sa compassion pour les victimes du Darfour, ce qui fait que ces expressions de solidarité et de compassion ont été durables tout au long de la procédure. Et elles le sont encore aujourd'hui, car demain, M. Abdelrahman prendra la parole pour la dernière fois avec votre autorisation, Madame la Présidente, et vous pouvez être certaine que ce sera là une nouvelle occasion de le faire. L'expression réitérée de sa solidarité vis-à-vis des victimes, bien sûr, vaut ce que ça vaut.
Mais le bureau du procureur n'a pas de base pour dire que ces expressions ne sont pas authentiques. L'expression de solidarité en faveur des victimes de M. Abdelrahman ne sont pas de toute manière adressées au bureau du procureur. Le principal auditoire de ce discours-là n'est même pas présent dans ce prétoire. Le principal auditoire sont les victimes, les communautés affectées qui peuvent voir et entendre M. Abdelrahman exprimer sa compassion et sa solidarité à travers la diffusion de l'audience et les activités de communication de la Cour. Je m'en tiens là. Mon éminente collègue, la représentante légale des victimes, nous a dit hier, je crois, j'ai un peu perdu la notion du temps, que les victimes n'ont pas reçu ces expressions d'intérêt de manière fort positive. Il s'agit là d'un euphémisme. La façon dont elles sont perçues par l'audience ou l'auditoire auquel elles s'adressent est malheureusement quelque chose qui va bien au-delà du contrôle que peut en avoir M. Abdelrahman. Il fait ce qu'il peut, ce qui est en sa capacité, à savoir exprimer sa solidarité. Comment ces expressions de solidarité sont perçues, il ne peut pas le contrôler. Mais ces expressions de solidarité et de compassion intègre un processus de réparation que M. Abdelrahman réclame depuis son arrivée à la Cour. Et c'est l'écriture du 17 juillet 2020, numéro 98, dans le dossier. Les requêtes réitérées de M. Abdelrahman de commencer sans attendre le processus de réparation pour les victimes, sans attendre donc l'issue du procès, ça a été refusé. On a respecté ce refus, mais ce refus n'a pas empêché M. Abdelrahman de commencer à proposer des réparations aux victimes à travers ses moyens limités et à travers ses interventions aux procédures. M. Abdelrahman demande des réparations pour les victimes en même temps qu'il clame son innocence. Et là, il n'y a aucune contradiction, pas même un achoppement entre ces deux aspects de sa position devant la Cour. On peut être innocent et souffrir des tourments des victimes et souhaiter leur apporter réconfort. Présidente, pardon, Maître Lauchi, mais là je vais intervenir parce que, comme vous le dites, la probabilité, c'est que les gens du Soudan ou du Darfour sont en train d'écouter ça ou peuvent être en train d'écouter ça. Le fait est que nous, la Chambre, avons considéré que cette affirmation était fausse et que nous l'avons condamné. En le condamnant, ça signifie qu'on le considère comme responsable de la mort de ces gens qui doivent aujourd'hui entendre, enfin, la mort, les blessures et tout le reste, qui aujourd'hui doivent l'écouter, exprimer, comment dire, son empathie vis-à-vis de gens que nous avons considérés qu'il avait maltraités, qui sont ses victimes. Et donc, vous pouvez bien sûr poursuivre sur cette voie, Maître Lauchi, mais vous dites que vous n'avez pas de contrôle sur la façon dont les victimes ont perçu ces expressions d'empathie. D'accord, mais enfin, de leur côté et en leur nom, la représentante légale des victimes vous a dit ce qu'elles en pensaient. Et donc, bon, c'est à vous de voir, encore une fois, mais je ne sais pas si c'est vraiment votre meilleur intérêt que de poursuivre sur cette voie-là. Maître Lauchi, Madame la Présidente, les première et deuxième expressions de compassion de M. Abdelrahman n'auront peut-être pas été perçues de la façon dont on espérait qu'elles soient perçues. Mais ça n'exclut pas la possibilité qu'une troisième fois, il puisse avoir davantage de succès. Président, ouais, d'accord. Ben, je vous laisse continuer, Maître Lauchi. Maître Lauchi, au cours de ce procès, M. Abdelrahman a vu
des victimes comparaissant devant cette chambre, devant cette cour, expliquant ce qu'elles avaient vécu. Et nous tous, ici, dans ce prétoire, à l'écoute de ces victimes, de ces témoins, avons tous été touchés par ce qu'elles nous disaient. Est-ce que cela nous rend coupables? Comment se fait-il que M. Abdelrahman n'aurait pas pu ressentir les mêmes émotions, la même compassion que nous avons sentie, voire même une solidarité plus étroite encore, parce que lui, à l'inverse de nous, connaît les conditions de vie au Darfour? Pourquoi le fait qu'il ait été accusé, qu'il ait été considéré, reconnu coupable par votre chambre, l'empêcherait de ressentir ses émotions, de partager ses émotions à l'écoute des victimes et des témoins? Être un accusé, voire même une personne condamnée, n'est pas un vaccin contre la compassion pour les victimes du crime. M. Abdelrahman a été accusé, M. Abdelrahman a été reconnu coupable par cette chambre, mais en soi, cela ne l'empêchera pas de ressentir cette compassion pour les victimes des crimes dont il est accusé et considéré comme coupable. Et ne l'empêchera pas d'exprimer sa compassion vis-à-vis de celle-ci, des victimes. Le bureau du procureur a pleine latitude pour ne pas croire en sa sincérité, mais peu importe. La seule chose qui compte, c'est que les victimes des crimes peuvent entendre, si elles le souhaitent, la personne accusée et reconnue coupable, exprimer sa compassion et sa solidarité vis-à-vis d'eux, dans ses propres mots et à plusieurs reprises. Nous considérons que cela déjà fait partie d'un processus de réparation. Mais les mots ne font pas tout. Les mots de compassion sont bien peu face à la preuve réelle d'une compassion, et c'est là que j'en viens maintenant. Au paragraphe 98 de ses conclusions, la défense rappelle à sa chambre de l'application du 17 juillet, la demande du 17 juillet 2020 d'ouvrir des procédures de réparation immédiatement en faveur des victimes sans attendre l'issue du procès. Cette demande, évidemment, était faite suite à l'instruction de M. Abdelrahman, après avoir pleinement parlé de ses implications. Et j'en mentionnerai deux. La première incidence, la première implication, c'était la conclusion erronée que certains auraient pu tirer, selon lesquelles cette demande fait qu'il devrait être coupable, parce que sinon il ne se préoccuperait pas de la réparation des victimes. La défense a dû se montrer particulièrement pédagogue pour essayer de casser cette conclusion hâtive. Et je dois dire que je ne suis pas sûr que nous y soyons toujours arrivés. La deuxième implication que cela avait, c'est les conséquences possibles que M. Abdelrahman aurait à assumer s'il devait être coupable, ce qui est le cas maintenant, à la fin de son procès. Aucune de ces conséquences adverses possibles n'ont suffi à l'empêcher de demander à sa défense de présenter cette demande, car l'intérêt des victimes a prévalu en cette occasion. Plus récemment, la défense, toujours au nom de M. Abdelrahman, bien sûr, a contacté le Fonds pour les victimes pour poser des questions sur l'état d'avancée des réparations des victimes de la situation au Soudan. C'est le paragraphe 99 des Écritures de la défense. Une réunion a eu lieu avec le Fonds le 4 novembre, et je précise que cette réunion avait été sollicitée depuis le mois de septembre 2025, mais que le fonds n'était pas disponible avant. Au cours de cette réunion, le fonds a indiqué à la défense qu'il n'y avait actuellement aucun programme d'assistance ou de réparation en cours en faveur des victimes de la situation du Darfour, et que cela commencerait
que suite à une ordonnance de réparation émise par vous, la Chambre, et pas avant. Donc, en l'absence de programme en cours, le fonds me disait qu'il n'avait aucune possibilité de recevoir des fonds dédiés de donateurs pour les victimes des Darfour. Et si c'était le cas, si le fonds devait recevoir ces contributions ciblées, il devrait les geler et voir comment les traiter. Mais il n'y avait pas de solution prévue à l'avance particulier, puisque ça n'avait pas encore été le cas. Enfin, le fonds a souligné que ces activités de levée de fonds visaient en priorité les États parties. Donc, avec ces informations, et après en avoir parlé profondément et longuement avec M. Abdelrahman, la Défense a envoyé en son nom des lettres à différents États pour leur demander s'ils ne voulaient pas envisager de faire des dons au fonds pour les victimes, spécifiquement pour les victimes du Darfour. Ces lettres ont été envoyées en 2 lots. Le premier lot s'adressant à 54 États non partis, puis après consultation avec le fonds pour s'assurer que cela n'interférerait pas avec leurs propres activités de levée de fonds, 114 États ont reçu la lettre plus tard. Le Soudan ne fait pas partie des États partis contactés. La Défense sollicitait des contributions ciblées pour les victimes du Darfour, mais aussi se proposait de rencontrer les représentants des États pour répondre à leurs questions et faciliter leurs dons au fonds fiduciaire pour les victimes. Finalement, à la demande de M. Abdelrahman, l'équipe de la Défense et ses ressources limitées ont entrepris des activités de levée de fonds de manière active pour les victimes du Darfour à partir de maintenant et pour une période de temps illimitée. C'est une initiative sans précédent dans l'histoire de la Cour et dans l'histoire de la justice pénale internationale depuis qu'elle existe. C'est donc exceptionnel, le mot est faible, et en tant que tel, cette initiative doit avoir un poids important dans la décision que vous prendrez sur les circonstances atténuantes et sur la peine que vous imposerez à M. Abdelrahman. Et mesdames les juges, ne choisissez pas la facilité en disant que toutes ces actions ne représentent aucun coût pour M. Abdelrahman. Évidemment, M. Abdelrahman n'offre pas de payer les réparations des victimes de son propre argent, pour la raison très simple qu'il n'en a pas. Alors, j'ai pris des instructions supplémentaires, donc j'y viens. Je vous rappellerai que son salaire mensuel en tant que Moussaïd au sein des forces centrales de réserve en 2020 était de 660 livres soudanaises par mois. À l'époque, de la comparution initiale, au mois de juin 2020, ça a représenté quelques 12 € par mois. Peut-être pourrez-vous vérifier ce que valent 660 livres soudanaises aujourd'hui. Je l'ai fait moi le 15 novembre. Et ce jour-là, 660 livres soudanaises équivalaient à 0,93 €. Voilà quel était son salaire mensuel. Et même si M. Abdelrahman offrait l'équivalent de son salaire mensuel au fond, ça ne représenterait qu'1 € par mois. Donc bon, je préfère pas savoir ce que dirait le bureau du procureur de l'effet mitigateur de cette contribution. En ce qui concerne les maisons, je vous dirai la chose suivante. M. Abdelrahman a une maison à Riyad el-Berdi où 2 de ses épouses vivent avec 7 de ses enfants. Là, aujourd'hui. Cette maison, il a acheté en 2013
avec l'argent qu'il avait reçu de la vente de sa maison de Garcilla. Il est parti de Garcilla, il s'est déplacé, il a aménagé à Riyad el-Berdi, et là, il a acheté cette maison pour se loger, lui et sa famille. Il l'a acheté de mémoire en 2013 pour 25 000 livres soudanaises. Donc, j'ai fait la conversion au taux d'aujourd'hui. Ça représente 35,85 euros. Voilà le prix de sa maison à Riyad el-Berdi. Monsieur Abdelrahman a une deuxième maison à Garcilla, où réside sa troisième épouse avec 5 enfants. Et il a cette maison depuis, si je me souviens bien, 1996. J'ai dit Garcilla? Ah, pardonnez-moi, Niala. Pardon, c'est sa maison de Niala. Je recommence. Monsieur Abdelrahman a une deuxième maison à Niala, où réside sa troisième épouse avec 5 enfants. C'est une maison qu'il a depuis 1996, si je me souviens bien. Alors j'ai demandé le prix auquel il avait acheté cette maison de chaume, comme l'autre, et j'ai eu la réponse. J'ai vérifié 2 fois. Et je ne vais pas partager avec la chambre, sauf si vous insistez, mais je peux vous dire, ça oui, que c'est dur à croire. À quel point ces maisons ne sont pas chères. Présidente, je suis tout à fait disposé à comprendre et à accepter qu'actuellement, au Soudan, les biens immobiliers sont peu onéreux. Mais tout ceci a commencé, avec l'assurance de Maître Edwards et de vous, d'ailleurs, qu'il n'avait aucune propriété. Et donc, c'est différent de ce qui est dit là. Une seconde, hein, j'ai pas fini. Et aussi, il a dit... dans le rapport auquel on fait référence, qu'il avait 11 enfants, dont 2 sont désormais décédés. Vous nous dites aujourd'hui... Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait 5 enfants mineurs. Aujourd'hui, il en a plus. Comment c'est? Maître Lauchi, le chiffre de 11 n'est pas exact. Je crois qu'au départ, ils étaient 18 ou 19. Non, 19. 3 sont décédés. Donc, 16 sont encore vivants. Voilà le nombre exact. S'agissant de l'affirmation selon laquelle il ne disposait plus de biens immobiliers, je suis prêt à accepter la responsabilité de cette erreur. Monsieur Abdelrahman possède ces 2 maisons, effectivement, mais pour vous dire toute la vérité, la valeur de ces maisons, à mon humble avis, c'est comme s'il ne possédait rien du tout. La juge présidente, je suis tout à fait prête à accepter votre affirmation, mais en même temps, que je me souvienne, il avait plus d'une maison à Riyad el-Berdi, parce que des témoins nous ont dit qu'il avait accueilli des réfugiés dans ces maisons. Maître Lauchi, oui, précisément, et je peux expliquer cela. J'ai dit que la maison dont il dispose actuellement à Riyad el-Berdi a été achetée en 1993 lorsqu'il a quitté Garcilla. Mais avant cette période, il avait encore, je ne sais pas combien de membres de sa famille vivaient encore à Riyad el-Berdi alors que lui, il se trouvait à Garcilla. Il vivait dans la banlieue de Riyad el-Berdi. Cette maison a été vendue aussi pour qu'il puisse acheter la maison qui est au centre de la ville. C'est la seule maison dont il dispose actuellement. La présidente, bien, d'accord. Maître Lauchi, donc pour compléter mon propos,
Maître Edwards me demande de préciser que 2 des enfants sont décédés depuis la détention de M. Abdelrahman. Il y en a un troisième qui est décédé il y a très longtemps, donc 3 en tout. Et enfin, il n'a plus de bétail. Les 2 dernières vaches qu'il avait sont mortes. Tout l'argent que M. Abdelrahman a gagné et qu'il gagne, c'est dans le cadre de son travail au quartier pénitentiaire, et cet argent est envoyé à sa famille, comme Maître Edwards l'a dit. Tout euro que M. Abdelrahman enlèverait à sa famille exposerait celle-ci à des circonstances très difficiles, et je crois que cela ne devrait pas être exigé de lui. Dès lors, la question est celle-ci. Puisque M. Abdelrahman n'a pas d'argent pour l'offrir au titre de réparation pour les victimes, est-ce que cela signifie qu'ils ne doivent pas bénéficier de circonstances atténuantes conformément à la règle 145.2 A2 qui précise que la personne condamnée et les efforts qu'elle peut avoir fait pour indemniser les victimes doivent être considérés comme des circonstances atténuantes. La règle ne précise pas que de tels efforts devraient être de nature financière. L'interpréter de cette manière équivaudrait à priver la personne, une personne comme M. Abdelrahman, est indigente de la possibilité de se prévaloir de ces circonstances atténuantes. Cette interprétation est exclue par l'article 21.3 du statut de Rome, qui exige que l'interprétation du droit se fasse sans préjudice fondé sur des motifs, et je cite, des origines sociales, la richesse, la naissance ou d'autres statuts. Les efforts de M. Abdelrahman en faveur des réparations pour les victimes, même si ils ne sont pas de nature financière, sont néanmoins des circonstances atténuantes à notre sens, au sens de la règle 145.2 A2. Et soit dit en passant, si vous m'y autorisez, je ferai faire un aparté. J'ai fait référence à l'article 21.3 du statut, et cette référence s'applique également à la proposition faite par ma consoeur des représentants des victimes, qui a rappelé la profession de M. Abdelrahman, donc la profession de pharmacien, comme circonstance aggravante. Or, l'article 21.3 interdit expressément une distinction négative fondée sur des motifs tels que l'origine sociale, la richesse, la naissance ou un autre statut. Le fait d'être pharmacien ou d'avoir été pharmacien n'a rien à voir avec les crimes et ne peut pas être utilisé pour conclure à l'existence de circonstances aggravantes. Vous êtes parfaitement autorisé à... Pardon, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas clair, Madame la Présidente? La Présidente. Je ne suis pas sûr. Un instant. Je relis ce que vous venez de dire. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas clair, Madame la Présidente? La Présidente. Maître Lauchi, je ne crois pas que l'article 21.3 a quoi que ce soit à voir avec le fait qu'il ait choisi, pendant qu'il était dans l'armée, en parallèle ou outre ses autres activités, de suivre une formation médicale. Et comme l'a conclu la Chambre, il a commis des crimes à titre personnel, y compris au moyen d'une hache, parce que
Du fait de sa formation, il aurait dû savoir que cela causerait des lésions graves et la Chambre a conclu également qu'il a au moins tué 2 personnes. C'est certainement un facteur aggravant dans la commission de ces crimes. Il avait les connaissances médicales pour savoir quelles seraient les conséquences. Maître Lauchi, avec tout le respect que je vous dois, Madame la Présidente, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de médecin pour savoir que le fait de frapper quelqu'un avec une hache pourrait avoir un impact négatif sur la santé de la victime. Cela va de soi pour tout être humain. Il ne s'agit pas uniquement de... Il ne faut pas nécessairement être médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que ses antécédents médicaux, le fait que M. Abdelrahman ait été pharmacien, n'a rien à voir avec ce que vous avez constaté et ce pourquoi vous l'avez reconnu coupable. C'est sa profession, c'est son statut, et l'article 21.3, à notre sens, interdit l'utilisation de ces motifs pour faire opérer une distinction aux fins des circonstances aggravantes. La présidente, ce n'est pas très important, mais je ne voudrais pas trop m'appesantir là-dessus. Par exemple, un médecin doit prendre ou faire le serment d'Hippocrate. Il a un devoir de non-nuisance. Et si ce médecin commet intentionnellement des crimes, par exemple des passages à tabac, la torture, à votre avis, cela constitue une circonstance aggravante, aggrave sa responsabilité ou pas? Maître Lauchi, le fait qu'il soit docteur ou pas n'a pas d'impact sur la gravité du crime. La juge présidente. Mais pour ce qui est des circonstances atténuantes, le fait d'avoir pris l'engagement ou prêté serment, le serment d'Hippocrate, de ne pas causer de nuisance, vous pensez que cela ne peut pas constituer un facteur? Maître Lauchi, ma compréhension, mon interprétation de l'article 21.3, le fait qu'il ait été médecin, ne devrait pas être pris en compte dans la détermination des circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais le fait, selon nous, qu'il ait été pharmacien, c'est un facteur atténuant parce que ce n'est pas une distinction négative, c'est plutôt une distinction favorable qui n'est pas interdite par la disposition ou l'article 21.3. Alors, pour compléter mon propos, M. Abdelrahman n'a pas les moyens financiers d'offrir des réparations aux victimes, mais il choisit néanmoins de contribuer par d'autres moyens qui sont à sa disposition, par ses paroles, vous l'entendrez demain, au moyen des instructions qu'il a données à son équipe de défense, et le fait qu'il a demandé l'ouverture des procédures en réparation et d'engager activement des campagnes de levée de fonds pour les victimes au Darfour. Nous vous demandons d'accorder le poids nécessaire à la conduite exemplaire et à la contribution exemplaire et continue de M. Abdelrahman pour atténuer la souffrance des victimes telles que vous les avez déterminées. J'en ai terminé, Madame la Présidente. La juge présidente. Sur ce point, vous voulez dire, Maître Lauchi, vous voulez, la juge présidente, Maître Elpas nous avait dit que vous alliez répondre à certains arguments présentés par l'accusation et les représentants légaux des victimes. Premièrement, vous invoquez comme circonstance atténuante au paragraphe 27 qu'il avait un grade de subalterne et qu'il n'avait pas de grade hiérarchique quelconque. Or, les représentants légaux des victimes contestent cela et disent que ce n'est pas le cas. En fait, vous dites également au paragraphe 27 que la Chambre a conclu qu'il était au mieux un leader parmi d'autres des soi-disant Janjaweed, qu'il exécutait les ordres qu'il recevait et qu'il agissait sous les ordres d'officiels de haut rang, membres des forces armées régulières du Soudan comme Hamdi et d'autres. Vous avez donc cité cela. Vous avez cité un certain nombre de références et j'aimerais que vous nous donniez une référence précise où il est dit qu'il était sous les ordres de Hamdi ou de tout autre commandant, à part ce qu'il a dit lui-même. Il a dit qu'il
ré- répondez aux ordres de Haroun. Maître Lauchi, Madame la Présidente, c'est une question qu'il vous sera facile à résoudre. Nous nous fondons entièrement sur le jugement d'instance. Les paragraphes sur lesquels nous nous sommes fondés sont là. Vous pouvez les consulter. C'est à vous qu'il appartient d'apprécier si elles étaient nos observations ou pas. Évidemment, je ne vais pas débattre de quoi que ce soit qui est contenu dans votre jugement. Nous nous fondons uniquement sur les notes de bas de page qui se trouvent dans le document. Donc, notes de bas de page 48 à 56, la juge présidente. Oui, mais bien sûr, l'accusation et les représentants légaux des victimes disent que, voilà, nous n'en dirons pas plus. Maître Lauchi, le contraire m'aurait surpris. Maître Lauchi, poursuivant. Et dans le même temps, si cela peut vous aider pour ce qui est de l'obéissance aux ordres, en tant que circonstance atténuante B, je peux vous référer au paragraphe 34 à 36 de notre mémoire et au paragraphe de votre jugement d'instance sur lequel nous nous fondons en note de bas de page. La juge présidente. Bien. Mais cela va plus loin. La représentante légale des victimes affirme que cela n'a rien à voir avec le jugement, qu'il ne s'agissait pas d'obéir aux ordres ou pas. Je vais reprendre ses propos exacts. Maître Lauchi, Madame la Présidente, si je peux vous aider, ma réponse est limitée à ce qui est contenu dans notre mémoire écrit sur ce point. Je n'ai rien à ajouter. La juge présidente, vous n'avez rien à ajouter à ce que, en réponse à ce qu'a dit l'accusation ou la représentante légale des victimes. Maître Lauchi, non. La présidente, bien. Je pense que vous avez traité. Maître Lauchi interrompant. Apparemment, s'agissant du nombre d'enfants, on m'a corrigé. On me corrige. En tout, il avait 18 enfants. 3 sont décédés. 2 pendant que M. Abdelrahman se trouvait en détention et le 3e il y a longtemps. Donc 15 enfants sont toujours en vie. Et je corrige donc ce qui est dit à la page 91, lignes 6 à 7 de la transcription en temps réel d'aujourd'hui. La juge présidente. Très bien, merci Maître Lauchi. Je n'ai pas de préférence. Qui souhaite intervenir en premier, l'accusation ou la représentante légale des victimes? À moins que vous ne préféreriez disposer de plus de temps. Monsieur Nichols, j'aimerais savoir ce que l'accusation a à dire concernant la prévisibilité de la peine. Monsieur Nichols, oui, Madame la Présidente, je vais essayer, mais j'aurai aussi des réponses à ce qui a été dit aujourd'hui. La juge présidente. Très bien, mais à vous de choisir comment vous voulez procéder. Monsieur Nichols, donc je suis un peu perdu. Après cela, il y aura un autre volet d'audience qui sera consacré à la défense. Désolé, mais je ne suis plus certain de savoir ce qui se passe. La présidente, moi aussi, j'ai été un peu perdu. Monsieur Nichols, je pensais qu'ils avaient terminé. La juge présidente, je ne suis pas très bien. Vous n'avez pas encore terminé, Maître Lauchi. Parce que vous dites que vous voulez d'abord savoir ce que les contradicteurs ont à dire avant de réagir. Maître Lauchi, eh bien, d'après ce que vous avez décidé dans le cadre des communications que nous avons reçues par courriel, c'est qu'il y aurait 2 tours pour la présentation des observations de chacune des parties et des participants. Le premier tour, c'était l'accusation qui répondait aux écritures déposées par la défense et nous avons répondu aussi. Voilà, le premier tour était consacré à cela et le premier round vient de se terminer il y a 5 minutes. Normalement, le D16 aurait dû déposer au milieu de entre ces 2 tours. Là, je crois comprendre qu'il y a un deuxième tour
pour chacune des parties et pour les participants. Et pendant ce deuxième tour, lorsque vous nous demandez de combien de temps nous avons besoin, nous avons répondu que nous aurions besoin d'un volet d'audience pour la défense. La juge présidente. Mais hormis la déclaration de M. Abdelrahman, qu'est-ce que vous voulez aborder de plus? Vous avez tout couvert, non? Maître Lauchi, non, je n'ai pas tout couvert. Je n'ai pas non plus présenté ma déclaration en clôture. Je voudrais dire des choses qui ne sont pas une réponse au mémoire écrit, c'est-à-dire des aspects qui n'ont pas été abordés par nos contradicteurs dans leur écriture. La présidente, d'accord, très bien. Bien, Monsieur Nichols, vous intervenez dans l'ordre qui vous conviendra. Monsieur Nichols, merci. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je répondrai à votre question à la fin de mon intervention, mais permettez-moi de réagir à quelques points qui ont été soulevés au cours de la dernière heure. D'abord, je voudrais corriger une erreur de bonne foi concernant le tableau qui a été présenté par mon contradicteur hier, où on parlait des peines recommandées par le bureau du procureur dans une colonne et les peines maximales ou envisageables au Soudan dans la deuxième colonne. Il y avait une erreur, je n'ai pas voulu l'interrompre. Il a été dit dans ce tableau concernant le chef numéro 5 que nous recommandions 5 ans, mais si vous lisez notre mémoire, nous recommandons 10 ans. Ce n'est pas bien grave, mais nous avons voulu corriger cela au fin du compte-rendu. Maître Lauchi, je vous fais confiance, nous admettons cela. Monsieur Nichols. Ensuite, s'agissant de ce tableau, donc mon contradicteur a expliqué qu'il ne présentait pas ces peines pour dire ce qui ne pourrait pas être imposé ici, mais il a omis la peine de mort et la crucifixion, mais cela ne reflétait pas la gravité réelle des peines qui pourraient être imposées au Soudan. Quelques réponses rapides. Mon contradicteur a dit aujourd'hui, on vous invite à prendre en considération le fait que leur client n'a pas été condamné pour viol commis par lui-même. Il n'y a pas de hiérarchie s'agissant des modes de responsabilité. Il a été reconnu coupable de 16 viols, y compris de femmes âgées, de jeunes femmes et d'enfants. Le fait qu'il n'ait pas été reconnu coupable d'avoir violé personnellement une de ces personnes ne diminue en rien sa culpabilité. Il a beaucoup été question de son âge et de la reddition. Je vais répondre à ces deux points en même temps parce que je crois qu'ils vont de pair. Vous avez posé de nombreuses questions à ce sujet. Je vais essayer d'être bref, mais je voudrais néanmoins réagir à des arguments qui ont été présentés. Je rappelle qu'il s'est rendu à la cour pour éviter d'être emprisonné ou exécuté chez lui. Il a retardé cette reddition jusqu'à ce qu'il ait été obligé de le faire. Les éléments de preuve au dossier montrent qu'il ne se serait jamais rendu si al-Bashir n'avait pas été renversé et s'il ne faisait pas face à la perspective d'être arrêté, d'être jugé et emprisonné ou exécuté au Soudan. Donc, pour répondre à mon contradicteur, la valeur atténuante de la reddition comme dernier recours devrait être très faible, sinon non existante. La seule motivation, écoutez, si vous n'avez aucun choix, si vous êtes sur le point d'être exécuté ou emprisonné dans des conditions déplorables, rendez-vous et vous gagnerez des crédits pour cela. Mais ce n'est pas une mesure d'incitation nécessaire parce que c'est l'instinct de survie qui intervient là. L'argument qui est avancé encouragerait les suspects de la CPI dans la situation au Darfour contre lesquels il y a des mandats d'arrêt ou d'autres qui seraient dans la même situation, d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés et puis de se rendre plus tard. Donc si vous
accéder à cette requête. Les autres suspects qui sont recherchés par la Cour pour crimes contre l'humanité et pour d'autres crimes de guerre, c'est de rester chez eux, restez chez vous, vivez une vie paisible et lorsque vous aurez 69 ans, rendez-vous. Et après, vous pourrez toujours plaider votre âge avancé pour ne pas être emprisonné. Ce serait le contraire du message de dissuasion que nous voulons envoyer. Dans la mesure où il souffrirait de problèmes liés au vieillissement, ce que nous ne concédons même pas, ce sont des troubles naturels. Et c'est sa responsabilité. C'est parce que lui, il s'est rendu tardivement. S'il s'était rendu en 2007, il aurait eu 58 ans à peu près à l'époque. Donc, évidemment, c'est triste d'être emprisonné alors qu'on a un âge avancé, mais c'est parce qu'il a essayé de se soustraire à la justice pendant très longtemps qu'il se retrouve dans cette situation. Et ce n'est pas le message que nous souhaitons envoyer. Ça ne doit pas être considéré comme une circonstance atténuante. La bonne conduite en prison, à notre sens, c'est l'absence de facteurs aggravants. Ça n'en fait pas forcément des circonstances atténuantes. On s'attend à ce que le détenu se comporte bien. Mon contradicteur dit que si vous n'accordez aucun poids à cela, il n'y aurait pas de raison pour les personnes qui sont en détention de se comporter correctement. Ils seraient violents, ils refuseraient la discipline. Ce n'est pas vrai, parce que dans chaque prison, dans chaque centre de détention, il y a des sanctions pour indiscipline. C'est ainsi qu'on gère les institutions carcérales, quelle que soit la région du monde. Donc, ce n'est pas comme si du jour au lendemain, il y aurait le chaos total dans les centres carcéraux. Et ce n'est donc pas une circonstance atténuante. Vous avez posé un certain nombre de questions sur ce point, mais je dois y répondre brièvement. Le manque de respect à l'égard des victimes, ou plutôt le respect à l'égard des victimes en salle d'audience et la sympathie exprimée à l'égard des victimes du Darfour, eh bien, ce sont des vœux pieux. Parce qu'en réalité, ils ne seraient même pas des victimes si ce n'était sans ces actions. Ils n'auraient pas besoin de faire preuve de sympathie envers des personnes qui ont perdu des parents, qui vivent maintenant dans des camps de réfugiés, qui ont été violés. Tout cela, c'est à cause de lui. Donc, ce sont de simples paroles vides. Je ne dirais pas que ce sont des circonstances aggravantes, mais en tout cas, ce ne sont pas des circonstances atténuantes. L'expression de sympathie pour les autres victimes du conflit, je n'ai pas la déclaration exacte, mais dans un premier cas, il a dit « Je veux faire une déclaration au nom de toutes les victimes du Darfour ». Eh bien, cette expression de sympathie, cette compassion pour les victimes aujourd'hui, qui ne sont pas liées aux crimes pour lesquels il était reconnu coupable, ne devrait pas avoir de valeur atténuante. Et comme l'a dit la représentante légale des victimes, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. S'il avait des véritables... Enfin, non, je ne le dirai pas. Deuxièmement, parlons du respect pour les victimes et les témoins. La défense n'a pas contesté La défense n'a pas contesté les récits des victimes de viol, ce qui était louable. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Rappelez-vous la déposition du témoin P878. Le contre-interrogatoire avait commencé par la phrase suivante. Vous avez raconté de nombreux mensonges à cette cour. Mon témoin, le témoin P878-907, a survécu à une des exécutions à Delège. T96, page 46. Après avoir terminé sa déposition, cet homme qui a dû ramper sous les cadavres, et c'est lui qui avait ordonné cette exécution. Et Maître Lauchi lui a dit, je prétends que la défense ne se prononce pas sur la véracité de votre récit. À notre avis, c'est à la Chambre qu'il appartiendra d'apprécier si des miracles peuvent être crus ou pas.
au-delà de tout doute raisonnable. Et j'ai réagi à cela au moment où il l'a dit, parce que c'était absolument déplacé. La longue durée de la période visée par les charges, entre août et mars, soit environ 8 mois, c'est une période assez longue. Et on ne devrait pas faire des distinctions. Ce jour-là, c'était Brindisi, le lendemain, c'était Moukja. C'est à peine 2 jours, donc ce n'est pas significatif. Cette période de temps où il a été actif, où il pourchassait les fours, où il a commis ses crimes, c'est échelonné sur une période assez longue, 8 mois. Et il a fait l'objet de charges pour certains de ces incidents survenus pendant cette période de temps. Je ne pense pas que nous ayons exagéré cela. Et la durée de temps que la commission d'un crime prend n'a aucun impact sur la gravité. Srebrenica, 8000 musulmans, des femmes, des hommes ont été trucidés dans un intervalle d'une semaine. Donc ça n'en fait pas un acte qui n'est pas très grave. S'agissant de ses antécédents médicaux, vous lui avez posé des questions là-dessus, j'ajouterai qu'il convient de garder à l'esprit le fait que c'est significatif, car il avait ses connaissances, il savait comment soigner les gens. Au sein de l'armée, il a été assistant médical ou infirmier. Et dans sa déclaration liminaire, la défense a indiqué qu'il avait soigné des gens. Les prisonniers à Moukja, sans parler de leurs conditions de détention, 3 sont morts pendant leur détention. Personne n'a obtenu de soins médicaux du médecin, enfin, ou du personnel médical qui les gardait en détention. Et au paragraphe 416 du jugement, si je ne me trompe pas, vous faites référence à un cas où il réprimandait les forces janjaouides parce qu'elles n'avaient pas volé les médicaments qui se trouvaient autour d'un corps, d'un cadavre. Donc, toutes ces circonstances atténuantes, mesdames les juges, alors, sans vouloir faire de trait d'esprit, mais c'est comme une atténuation d'1 gramme par rapport aux 10 kilos de la gravité extrême de ces crimes. Malheureusement, il faut que je passe à huis clos partiel pour parler du rapport dont nous avons parlé tout à l'heure. J'en aurai pour 10 minutes à peu près. Présidente, eh bien huis clos partiel, s'il vous plaît.
Greffière d'audience. Nous sommes de retour en audience publique, Madame la Présidente. Monsieur Nichols, merci, Mesdames les juges. Je vais parler brièvement maintenant de la question de la perpétuité, c'est-à-dire une peine cumulée de prison à vie. Alors, d'abord, mes amis, mes collègues parlaient l'autre jour de son rang très faible de Moussaïd, qui était le plus bas. Le grade est complètement... Enfin, ça ne change rien. Il était Moussaïd à l'armée, était Moussaïd ensuite, et entre-temps, il était le chef. Et c'est ça, c'est cette période-là qui nous occupe. Au paragraphe 396, Mesdames les juges, vous verrez qu'il a commandé un contingent de plusieurs milliers, 6000 janjaouides en février 2004, autour de Moukjar. 6000 personnes. C'est une brigade. C'est même beaucoup plus que la brigade normale, disons, moyenne, en termes de nombre de soldats. Alors, pardon, je ne sais pas si ça a été dit à huis clos ou pas. Bon, je crois que je peux le dire. T72, ok, on me dit que oui, que c'était en public. P883 a témoigné, transcription 72, page 53-55. La défense lui demandait quelle était la taille de la brigade dans l'armée soudanaise à l'époque, la SAF. Et le témoin a dit simplement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais il doit y avoir 3000 hommes dans un bataillon, 300 hommes dans un bataillon, 4 bataillons dans une brigade au sein des SAF. Et mon collègue lui a demandé, donc, si on fait une multiplication toute simple sur la base de cette estimation, si une brigade a 4 bataillons, à l'époque, ça signifie que le nombre d'hommes dans une brigade doit tourner autour de 1200 personnes, c'est ça? Et le témoin dit, il a dit à peu près, oui. Donc, pour le lieu, à l'époque, 883, c'est un témoin qui savait de quoi il parlait quand même, et lui, il nous dit qu'il commandait l'équivalent de 4 brigades, donc Moussaïd, ok, mais peu importe qu'on l'appelle comme ça. La défense a soutenu que, selon l'article 68.3, la Chambre ne peut imposer qu'une peine de prison à vie si elle s'applique à l'un des chefs d'accusation. Nous ne sommes pas d'accord, parce que on a cité plusieurs commentaires, nos collègues ont cité plusieurs commentaires, et on n'a pas trouvé que c'était le cas. Et dans la 4e édition de 2021, on fait référence à l'affaire Ntaganda, on parle de ça, et dans cette affaire-là, la Chambre d'instance a imposé des peines individuelles de 12 à 30 ans. Et étant donné que la sentence, la peine la plus élevée était de 30 ans, la Chambre, dans la rédaction de son jugement, a considéré que la peine cumulée ne pouvait être que de 30 ans ou de perpétuité. C'est ce qu'a conclu la Chambre dans cette affaire-là. Et le même jugement en paragraphe 25, les juges dans cette affaire disaient que l'article 75.3 du statut
prévoit que toute peine conjointe ne peut pas excéder les 30 ans, sauf si l'extrême gravité du crime et les circonstances personnelles de la personne déclarée coupable méritent une peine de perpétuité. Donc, la peine en nombre d'années maximale, c'est 30 ans, mais la Chambre ne peut imposer que 30 ans ou perpétuité comme peine cumulée. Donc, il y a ce précédent, cette interprétation. Ça n'a pas été le cas finalement, mais enfin, c'était cette interprétation. On peut imaginer une affaire avec beaucoup de chefs d'accusation, dont chacun, bon, peut-être celui-ci d'ailleurs, cette affaire-ci, et dans chacun des chefs, il y a 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Et ça n'aurait pas de sens de dire qu'on ne peut pas condamner à perpétuité dans ce cas-là. Présidente, ben, en fait, c'est par rapport aux peines qui ont été prononcées par cette cour-ci et pour des accusés qui étaient actifs pendant une période beaucoup plus longue. Monsieur Nicole, certes, mais ce qu'il disait, c'est que on ne peut pas prononcer une peine de perpétuité cumulée, sauf si l'un de ses chefs prévoit la perpétuité. Donc on ne peut pas, par exemple, c'est ce qu'ils disent, avoir 30, 30, 30 et imposer une peine cumulée de perpétuité. Eh bien, c'est une analyse qui n'est pas exacte. Et je crois que si on regarde l'article 77.1b du statut, il est dit qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifie. Il est dit crime au singulier et pas au pluriel. Et ça a tout son sens parce que on parle ici des peines applicables suite à une reconnaissance de culpabilité par rapport à un chef d'accusation. De l'affaire Ntaganda, cela apparaît clairement, leur interprétation n'est pas l'interprétation correcte à faire. Et puis, si vous me permettez, je reviendrai sur ce même point. Lorsqu'on définit la peine cumulée, mesdames les juges, vous pouvez prendre en compte ce chevauchement potentiel des différents crimes. On avait la question l'autre jour à laquelle vous avez fort bien répondu d'ailleurs. Mais ce que nous soutenons, mesdames les juges, c'est que s'il y a quelques chevauchements entre les agissements menant à certains crimes, à certains de ces crimes, il y a ces séparations isolées. Chacune de ces opérations est un épisode criminel indépendant. Et chacun de ces épisodes de ces opérations criminelles Koudoum, Bindizi, Moukjar, Delej. Alors leur propre fait, donc il n'y a pas de chevauchement dans ce sens-là. C'est pour ça que, d'après nous, 30 ans, ce ne serait pas suffisant, eu égard à la gravité de l'affaire. Ensuite, mesdames les juges, la règle 145.3 qui ne réclame que beaucoup de circonstances aggravantes pour imposer la perpétuité. Mais ici, dans le jugement, on voit qu'il y a des circonstances aggravantes à l'appel, les unes derrière les autres. Et je les ai parcourues lundi.
Il n'en suffirait qu'une ici, et pourtant il y en a beaucoup d'autres dans cette affaire. Madame la Présidente, vous avez dit l'autre jour qu'il n'y avait pas d'orientation de définition de la peine pour une cour internationale. Et c'est vrai. Et c'est parce que chaque affaire est différente. Et comparer les chefs d'accusation ne va pas nous aider, vous aider à parvenir à un verdict juste, n'est-ce pas? Ce n'est pas utile. Présidente, oui, Monsieur Nichols. On peut à tout le moins rédiger des orientations de base, parce que finalement, toutes les définitions de jugement, ça se passe comme ça. Les gens avancent leurs arguments. Monsieur Nichols, oui, ça serait sans doute très utile à condition que ce ne soit pas obligatoire et contraignant et que vous ayez encore votre capacité de décision. Mais je voulais juste prendre le jugement en appel de Lubanga, le paragraphe 76. La Chambre d'appel a dit en l'occurrence que si elle reconnaissait que la décision préalable sur la sentence, la peine, pouvait fournir des orientations si ça a trait au même crime et qui a été perpétré dans des circonstances relativement semblables, cette aide sera limitée eu égard du fait de l'obligation de la Chambre, l'obligation supérieure de la Chambre de définir une peine qui corresponde point pour point et précisément à la gravité du crime et aux circonstances personnelles de l'accusé. Voilà. Donc je voulais utiliser cette décision-là pour souligner à quel point je crois qu'une perpétuité serait opportune ici. Vous avez reconnu dans votre décision sur la présentation de preuves supplémentaires pour cette audience, c'est la décision 1257, paragraphe 17, vous dites, même si la Chambre accepte les soumissions des représentants légaux des victimes, revenant sur la décision de la Chambre sur le témoin, la preuve de la déposition du D16, la Cour n'est pas tenue de l'appliquer systématiquement. Bon, j'avance un peu. Présidente, il vous en reste beaucoup, Monsieur Nichols, parce que c'est l'heure. Si vous arrivez à finir en 10 minutes, je vous dis poursuivez. Mais sinon, non, bien sûr. C'est ce que je pensais. Monsieur Nichols, il me faudra encore 20-25 minutes. Présidente, bien. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est lever la séance maintenant et nous retrouver demain 9h30. Juste, pour ce qui est des horaires, Maître Lauchi, vous avez encore besoin d'une session entière, et donc ça va nous amener au déjeuner, c'est ça? Maître Lauchi, c'est ce que j'attends, oui. Et vu que mon collègue n'a pas encore fini aujourd'hui, je vais demander la faveur, une fois qu'ils auront fini, de disposer, je ne sais pas, d'une toute petite pause pour vérifier que je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que j'avais prévu. Monsieur Nichols, aucune objection et j'essaierai d'être rapide. Présidente, oui, bien sûr, Maître Lauchi, ce n'est pas un exercice facile auquel vous vous livrez. Bien, nous levons la séance jusqu'à 9h30 demain matin.